je vous engage, mais attention, pendant 1 an, vous n'aurez pas de bureau. Quel est votre avis aujourd'hui sur cette montre? C'est aussi ça qui est intéressant quand on fait une interview, c'est d'avoir des moments croustillants. Je dis, mais je suis rentré à la maison, j'ai dit à ma femme, mais il est cinglé, je vais jamais travailler là-bas. Mais jusqu'à mon décès, je resterai dans l'esprit hippie. 26 mars 2023, cette date va rester gravée dans le milieu horloger. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, je suis dans l'atelier Biver. Effectivement, monsieur Jean-Claude Biver, la légende, et son fils, le visionnaire Pierre Biver, lancent leur marque aujourd'hui. On va dévoiler ça ensemble tout de suite. Mais avant, on va parler un petit peu de Tocante avec monsieur Biver et son fils. On va parler un peu de différentes anecdotes. On va faire un petit wrist check de chacun. Je vous emmène avec moi dans ces nouveaux ateliers. Allez, suivez-moi. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes avec deux invités de marque, Jean-Claude Biver et son fils Pierre Biver. On est ici parce que vous allez lancer votre marque, donc on s'était dit pourquoi pas retracer un peu votre parcours, que ce soit le père mais aussi le fils qu'on connaît un petit peu moins, et après voir toute cette genèse autour de la collection, pourquoi le lancement de cette marque, etc. Donc c'est assez marrant puisque tout d'abord on arrive ici, on est vraiment dans une ferme. Ça nous rappelle un peu les débuts de Blancpain. Enfin, je les ai pas connus, mais je sais que j'entendais souvent Monsieur Biver qui disait chez Blancpain on arrive dans une ferme, ça sent la paille, etc. Parce que dans l'horlogerie, ça vient des Huguenots qui ont été chassés de France. Est-ce que la ferme ici, c'est un peu justement pour rappeler cet artisanat horloger de chez Blancpain, un peu un retour aux sources? Mais tout à fait. C'est la raison pour laquelle on est ici. C'est pour se reconnecter quelque part aux origines de la naissance de l'horlogerie en Suisse et d'autre part, pour moi, plus personnellement, de se reconnecter et de finir mon expérience Blancpain. C'est-à-dire, je suis comme dans un cercle et je suis dans le dernier 5 minutes avant que le cercle se referme et que le tour du cadran a été fait. Donc, il y avait toutes les raisons de revenir ici. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, quand j'ai vu qu'on pouvait louer cette ferme, que nous l'avons tout de suite louée. Non seulement elle est tout près de Genève, on est à 20 minutes de l'aéroport, on est en face de la France, on est à 35 minutes de la vallée de Joux, on est à côté de Nyon, à côté de là où j'étais avant, de Hublot. Donc, l'endroit, il est magique. On a cette énorme plaine là devant nous. On voit le lac, puis la Savoie, puis le Mont Blanc. Voilà, donc c'est intentionnellement que nous sommes là et nous sommes heureux d'avoir trouvé domicile ici. D'accord, puisque du coup, pour résumer un petit peu, donc vous aviez repris Blancpain En 82. 82. Vous l'avez gardé et vous l'avez revendu ensuite, vous l'avez acheté symboliquement pour 22 000 €, on connaît l'histoire, 22 000 € le nom, vous l'avez revendu ensuite, il me semble 40 millions. 60 millions. 60 millions, pardon, au Swatch Group, en 92. Effectivement. Et à l'époque, vous disiez souvent justement que vous aviez la grande chance d'être associé avec Jacques Piguet, qui a ouvert toutes les portes. Oui. Donc là, c'est plus une question pour Pierre. Est-ce que justement, le fait d'être associé avec son papa, au-delà du côté famille, et c'est pas un peu cette caverne d'Ali Baba où toutes les portes s'ouvrent et on peut un peu jouer avec les fournisseurs, les détaillants et avoir pas mal de facilité? Quel est le regard que vous avez là-dessus? Bon, jouer, je dirais, c'est pas le mot parce que on est très sérieux et très respectueux avec eux. Non, tout à fait. Travailler avec mon père, c'est un vrai privilège de par déjà le père qu'il est, de par l'homme qu'il est, de par le manager qu'il est et puis de par sa carrière. C'est quelqu'un de qui on peut apprendre énormément de choses. À travers ma vie, de toute façon, c'est assez clair. Il m'a ouvert beaucoup de portes. Si j'ai pu travailler chez Philips, si j'ai pu faire mes premiers pas dans l'horlogerie et si aujourd'hui je peux être là, c'est grâce à lui. Ça, c'est évident et j'en suis hyper reconnaissant et c'est vraiment un privilège. Il y a aussi cette notion que, bien sûr, on peut ouvrir une porte, mais une fois que la porte est ouverte, il faut aussi la bonifier. Tout ça, c'est ce que j'ai essayé de faire. Toutes les portes qui s'ouvrent, on essaie de les enfoncer carrément. Ensuite, au niveau de l'aventure ici, vraiment à Givrin et puis pour cette marque-là, on sait qu'aujourd'hui l'horlogerie et surtout chez les fournisseurs, on est sur des délais, on est sur un niveau d'occupation qui est juste énorme. C'est très difficile d'obtenir quoi que ce soit actuellement dans l'horlogerie. Souvent, les clients voient que le côté, c'est difficile d'obtenir des choses en magasin. Mais en fait, c'est même difficile d'obtenir de la matière première. Aujourd'hui, les dernières estimations, je vous dis ça, j'ai reçu les nouvelles il y a 3 jours. Pour obtenir du platine, pour faire des boîtes, c'est environ 6 mois. C'est vrai, c'est 6 mois. 6 mois maintenant, ouais. Heureusement qu'on s'y prend tôt. Heureusement qu'on l'a déjà acheté. Ouais. Et du coup, il y a tout ça qui était très compliqué. Et puis surtout que mon père a mis beaucoup d'exigences. Il a dit à tout le monde qu'on allait être prêt en 1 année.
il y avait ces deadlines à respecter. Et derrière, c'est évident qu'on a pu s'appuyer sur un réseau de fournisseurs qui, de par sa réputation, de par l'amitié, ont ouvert les portes, nous ont donné des priorités, nous ont aidés. Et sans eux, ça aurait pas été possible. Donc, c'est plus que la caverne d'Ali Baba. Mon père, c'est pas Starfoot. En un peu plus gros. C'est la clé. En un peu plus gros. Mais bien sûr, quand je disais jouer un peu avec les fournisseurs, c'est pas vraiment jouer sur les relations. Non, c'est j'ai plus compris le sens. un Ouais. peu au Lego. Ah, si je veux tel boîtier, si je veux tel fournisseur, si je veux machin. On peut potentiellement essayer toutes les possibilités possibles. Et c'était plus là-dessus. Justement, vous disiez que vous étiez passé chez Philips. Alors, c'est vrai qu'on vous connaît un petit peu moins. Est-ce que vous pouvez un petit peu mieux développer cette partie chez Philips? Qu'est-ce que vous avez fait exactement là-bas? Je crois que vous étiez à Londres, justement. Exact. Déjà, comment je me suis retrouvé chez Philips? Parce que c'est une histoire assez intéressante. Je pense que surtout pour, si vous avez des auditeurs un peu jeunes. Comme beaucoup de jeunes, j'étais un petit peu perdu. Je savais pas exactement ce que je voulais faire. Et pour moi, l'horlogerie, ça a jamais été évident. J'ai jamais su que j'allais vraiment faire ça pour Même le en reste de ma étant vie. baigné depuis... C'est justement à cause de ça. C'est, D'accord. en grandissant, en fait, pour moi, l'horlogerie, c'est un milieu naturel. C'est comme mon écosystème. J'ai grandi là-dedans et pour moi, c'était rien de spécial. C'était pas quelque chose d'extraordinaire. Je le voyais comme mon quotidien. De par les clients qui venaient à la maison, mon père qui ramenait des pièces, les collectionneurs. Enfin, c'était quelque chose de très normal. Et il m'a fallu être un peu perdu au sortir de ma maturité suisse quand j'ai fini mon gymnase ici. J'ai commencé à HEC. C'était pas vraiment le moment pour moi de faire des études. Et j'ai senti que j'avais envie de faire quelque chose de pratique et c'est sur ce que j'ai dit à mes parents, est-ce que vous pouvez m'aider à trouver un travail, etc. Et j'aimerais peut-être l'horlogerie, ça pourrait être sympa. Et surtout chez Philips parce que je trouvais ça intéressant de construire sa connaissance de l'histoire de l'horlogerie et des mondes vintage et puis de consolider cette base-là. Sur quoi, bien sûr, de nouveau, mon père a réussi à m'ouvrir cette porte-là. J'ai eu la chance d'aller à Londres, un bureau bien spécifique qui était tout petit à l'époque. Ils étaient 2 quand je suis arrivé, on est devenus 3. Et avec la mission de créer Philips Perpetuel, qui était la première opération de vente de gré à gré chez Philips et dans le monde au niveau horloger. Donc créer une vraie boutique qui serait une alternative aux ventes aux enchères. De par le business model, de par la complexité aussi du marché anglais, surtout à Londres qui est pas si évident que ça, c'était un vrai challenge de trouver déjà les bonnes pièces, les bons prix et puis de faire comprendre à cette sphère des ventes aux enchères que les ventes en direct, ça pouvait être quelque chose de très intéressant. Je suis arrivé là-bas en début 2019 et qui coïncidait pile poil avec l'explosion du marché gris et des mondes vintage. On était vraiment sur la pente ascendante. Donc en plus de ça, on a bénéficié de toute cette effervescence qui a fait qu'on a pu faire des choses assez incroyables, obtenir des produits cool, motiver des collectionneurs à agrandir leur collection et aller dans des nouveaux sentiers, typiquement l'horlogerie indépendante. Et c'est là où vraiment ce qu'on fait aujourd'hui, en tout cas en moi, a commencé. C'était de me dire, ah tiens, il y a l'horlogerie indépendante. Je vois que pas mal de mes clients, ils commencent à vouloir rentrer là-dedans, avec des grands noms comme FP Journe, Recep, Philippe Dufour, Max Busser, enfin, j'en passe, il y en a une panoplie. Et petit à petit, en rentrant dans ce milieu-là, auquel j'avais moins l'habitude, parce que bien évidemment, en grandissant, je suis né en 2000, j'ai vu mon père, c'était plutôt Omega et Hublot, et par la suite Tag Heuer et Zenith, c'était plus de l'industrie, c'était moins de l'artisanat. Et c'est comme ça que j'ai un peu eu les premières idées, les prémices me sont venues, la connaissance de ce marché-là, c'est venu à ce moment-là chez Philips. Justement, ça allait être un peu une de mes questions, c'est que souvent on dit au père, qu'est-ce que vous avez appris au fils? Mais moi aujourd'hui, j'ai plutôt envie de demander au père qu'est-ce que le fils vous a appris, puisque vous étiez quand même plus moderne à l'époque, de ce que j'ai pu comprendre, même si vous aviez quand même pas mal de vintage. Mais on dit souvent que les gens qui passent sur les enchères ont une culture du vintage, ont beaucoup de références sur des petits modèles qu'on n'a pas forcément l'habitude de connaître. J'ai cru comprendre que vous, Pierre, vous vous occupiez également de la collection de Monsieur Biver, le père. Donc justement, est-ce que dans l'autre sens, le fils vous a appris quelque chose à vous parce que c'est souvent qu'on fait dans l'autre sens, mais je pense que ça va aussi dans les deux. Bien sûr, ça va dans les deux, surtout lorsqu'il y a une grande différence d'âge. Moi, j'ai 74 ans. Pierre, on a bientôt 23. Donc, à 74 ans, on peut être classé de vieux. Et qui dit vieux, dit passé. Et moi, je veux pas être vieux et je veux pas être du passé. Et le seul moyen de ne pas devenir vieux, c'est pas au niveau du calendrier, parce que je veux pas changer le calendrier, c'est au niveau intellectuel, au niveau de la mentalité. Et quand vous êtes entouré de jeunes, et quand vous avez un fils jeune, il vous influence. Pour autant que vous soyez ouvert à l'influence et pas fermé. Et moi, je suis ouvert. Et le plus grand avantage et le plus grand bonheur que j'ai aujourd'hui,
c'est que j'ai l'impression de rester jeune au niveau mental. Au niveau des os, je deviens vieux, c'est évident. Mais au niveau mental, au niveau de la mentalité, la perception produit aussi, et je subis l'influence de Pierre. Et c'est une influence que je souhaite avoir. Et c'est l'enrichissement que m'amène Pierre. Alors moi, j'amène aussi un enrichissement chez lui. C'est la maîtrise du passé, c'est la connaissance du passé. Et lui m'amène la maîtrise, la connaissance de l'avenir. Et quand vous avez et le passé et l'avenir, vous avez tout. Et c'est la difficulté qu'on a souvent dans la vie, c'est d'avoir les deux. Être et avoir, et avoir été. Je peux le dire, aujourd'hui, j'ai cette chance, ce privilège d'avoir ma source du futur et ma source du passé. La source du futur, c'est Pierre. La source du passé, c'est moi et mes expériences. Et si je puis rajouter, là on parle, mon père se concentre sur la partie horlogerie vraiment, mais si on s'en éloigne, on prend un peu de recul, c'est aussi ce qui est beau dans une aventure père et fils. J'ai envie de dire, et j'ai envie que les gens le sachent, mon père c'est un manager hors norme. C'est un patron comme je pense qu'il en existe peu. Cette vidéo, au moment, pour vos auditeurs, au moment où elle est filmée, on est à 10 jours du lancement. L'horlogerie à 10 jours du lancement, c'est jamais très simple. On est toujours très tendu, d'où qu'on a complètement chamboulé la vidéo de Théo. Dans ces moments-là, mon père sait prendre du recul et puis il sait dire « Vous inquiétez pas, calmez-vous, n'ayez pas peur, c'est moi qui va au front. » Donc il est là pour nous guider, il est là pour nous rassurer. En même temps, il nous met toujours du bon stress, il nous pousse à nous dépasser, il nous écoute, il nous apprend des choses. Et c'est juste un rêve, que ce soit dans l'horlogerie ou autre, de travailler avec lui. C'est vraiment un idéal vers lequel on veut tendre. Et l'autre chose qu'on apprend de lui, qui est incroyable, surtout en tant que jeune. Vous voyez, quand on est jeune, on est très impulsif. D'un coup, on a envie d'exploser, on a envie de dire les choses, on a envie de réfléchir tout vite, les idées vont rapidement, etc. Et c'est l'impression que mon père dégage. On a l'impression que c'est quelqu'un, voilà, il vous parle et d'un coup il a une idée, puis 2 semaines plus tard c'est fait. Mais pour citer Laurent Picciotto de Chronopassion, il a dit un jour, Monsieur Biver, c'est le plus grand joueur d'échecs de l'horlogerie. Et c'est vrai que de l'extérieur, on a l'impression que c'est quelqu'un qui a cette effervescence, d'un coup il a une idée, etc. Mais tout est très 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 bien prévu dans sa tête et on l'apprend à l'interne. C'est qu'une des choses qu'il nous apprend, c'est croyez pas qu'on joue le coup par coup. Il faut jouer 3 coups en avance, 4 coups en avance. Il faut toujours prévoir la chose. C'est vrai que hors horlogerie et puis sa connaissance du passé, il nous apporte quelque chose en tant qu'homme, en tant que manager et en tant que visionnaire qui est assez incroyable. Et est-ce que vous pensez justement que les années hippies d'autrefois sont encore un peu présentes, qu'il y ait toujours un peu cette insouciance où des fois on se dit pourquoi pas foncer, pourquoi pas faire une nouvelle marque à 74 ans, etc. Est-ce que ça c'est encore présent dans... Heureusement que c'est encore présent. Je pense que mon esprit hippie va me quitter, hélas, avec ma mort. Mais jusqu'à mon décès, je resterai dans l'esprit hippie. Et l'esprit hippie, qu'est-ce que c'est? C'est le partage. La communauté, le partage. C'est le pardon. Pardonner les erreurs des autres. Donc, une fois que vous êtes dans le partage, une fois que vous pardonnez, eh bien, vous êtes dans un esprit communautaire. Parce que pour être en communauté, il faut comprendre autrui, il faut respecter autrui, il faut partager avec autrui. Donc, cet esprit-là, je souhaite et j'espère, non, je le sais, j'ai même pas besoin d'espérer, il ne me quittera jamais. Et c'est l'enrichissement que moi j'ai eu des années 60. J'ai eu ce privilège d'être dans une communauté à partir de 1966. Donc en 66, 67, j'avais 18 ans et je vivais dans une communauté où tout le monde travaillait, y compris moi qui travaillais la nuit à la poste et je déchargeais les trains postaux de 8 heures du soir à 5 heures du matin et on était sur le quai de gare à décharger chaque fois le train postal qui arrivait. Et donc, à 5 heures du matin, on rentrait et on entrait dans la communauté et certains dormaient, d'autres rentrent comme nous, moi, on rentrait et quand on rentre à 5 heures du matin, qu'est-ce qu'on fait? On fait très attention de fermer la porte du frigo doucement, de tout faire doucement, de prendre une tasse délicatement
pour pas réveiller l'autre. Donc, on apprend le respect. Et tant qu'on n'a pas appris ces éléments-là, on ne peut pas vivre en paix dans une communauté. Donc, l'esprit hippie, c'est quelque chose que j'espère, que j'adore d'ailleurs, et que j'espère ne jamais perdre. Ici, du coup, on est dans votre nouvelle société pour la nouvelle marque qui va sortir normalement le 26, c'est ça, on est d'accord? C'est ça. Le reveal ce jour. On voit qu'on est très bien accueillis donc dans cette petite ferme, etc. Il y a un espace dans lequel on est un peu salle d'attente. Est-ce que les clients en fait vont venir directement pouvoir chercher la montre ici? Est-ce qu'ils vont commander sur internet, se faire livrer ensuite? Comment est-ce que vous avez prévu votre circuit de distribution? Je crois que ça va être très limité le nombre de pièces. Il me semble que vous avez annoncé une 50aine de pièces par an seulement. Comment ça va se passer à ce niveau-là? Alors sur 2023 actuellement, on est sur même beaucoup moins, on est sur 15 pièces cette année. D'accord. Entre 15 et 20 pièces. On a une série de la répétition minute qu'on va sortir, le carillon tourbillon est limité en son nombre et en sa durée dans le temps, qu'on produit aussi vite qu'on peut et aussi lentement qu'on doit, pour ne pas citer un de nos conseillers fédéraux. Ah oui, il a dit ça? Hein? Non, c'est un peu différent. Il disait quoi? Aussi vite que possible? Et aussi lentement que nécessaire. Je voulais pas le plagier. Nous souhaitons donc agir aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire. Mais non, mais ça Non, c'est mérite. dit. Ça mérite. Félicitations. C'est rare qu'un conseiller d'État, un homme politique, te donne un exemple pareil. C'est C'est fantastique. un exemple très suisse. Et votre président Macron, qu'est-ce il a aussi sorti quelque chose Quoi qu'il en récemment. coûte. Quoi qu'il en coûte. Mais Nous le ferons quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte, là aussi. du coup, ouais, on est sur des productions très limitées, à des prix très très élevés. Mon avis, et l'avis qu'on a ici à l'interne, c'est que c'est pas des montres destinées à la vente en ligne, de par leur niveau de qualité, de par l'âme, la spiritualité qu'on essaie de donner aux produits. C'est vraiment ça notre but premier. Avant de faire de l'horlogerie, c'est de faire de l'horlogerie, mais qui a un sens, qui a une âme, donner la vie à nos pièces. Et pour ça, on pense pas que le médium internet soit la bonne façon de communiquer avec le client. Et il l'est pour d'autres produits dans l'horlogerie qui sont fantastiques et qui marchent très bien. Donc ce sera vendu à travers un réseau de distribution très serré, 5 partenaires dans le monde, qui couvrent plus ou moins chaque région. En tout cas, dans un premier temps, ensuite on compte élargir une fois qu'on vendra un peu plus de pièces par année. 50 montres par année, c'est l'altitude de croisière, si on veut, d'ici 2-3 ans, si tout se passe bien. Et bien sûr, les clients seront, soit ils la commandent et ils l'achètent chez leur distributeur et puis ils viennent la récupérer ici, ou qu'ils viennent faire une visite, ou quelqu'un qui débarque à la porte. Bon, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe, mais si on a quelqu'un qui veut prendre un rendez-vous avec nous ici pour nous voir et puis qu'il ait cette expérience-là, c'est aussi possible. On est vraiment dans de l'horlogerie basée aussi sur l'expérience. On essaye de, comme on peut l'avoir dans plein de domaines du luxe, offrir une expérience faite sur mesure pour nos clients, que ce soit au niveau du produit, de l'accueil, de la vente. Et donc on sera hyper flexible. Et avec des si petites quantités, c'est aussi ça notre choix, c'est que ça nous permet d'être si flexible. J'avais une question justement par rapport à tout ce qui est nouvelles technologies. On disait tout à l'heure que vous restiez quand même assez jeune, vous êtes tout le temps en train de regarder ce qui se fait autour. Moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup avec vous, que ce soit le père et le fils, c'est que vous n'êtes pas mono-brand, vous n'êtes pas concentré sur la marque pour laquelle vous travaillez à telle époque ou sur la marque que vous êtes en train de développer. Vous avez toujours eu un spectre super large et je trouve que c'est super important justement de pouvoir toucher plein de marques, de montres, de modèles pour pouvoir comparer, se faire une vraie opinion. Et justement, en parlant de tout ça et des nouveaux moyens de distribution, qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui est montres connectées, métavers, etc. Puisque je sais que par exemple chez Hublot, montres connectées, ils en avaient fait pas mal, par exemple au Bezel World de 2018. Aujourd'hui, vous êtes dans quelque chose de vachement plus traditionnel, avec la ferme, etc. Est-ce que vous avez prévu des montres connectées, du métavers, ou vous êtes justement complètement à l'antithèse? Le spectre large que nous avons provient essentiellement du fait que nous sommes amoureux de l'horlogerie, pas amoureux de notre marque seulement. Parce que ça, c'est trop restrictif. Donc, Vous dites souvent que vous avez collectionné Patek Philippe parce que c'était à l'époque votre plus gros concurrent. Oui, voilà, par exemple. Mais je collectionne aussi les Audemars Piguet beaucoup parce que c'était mon premier emploi. Je leur dois énormément. C'est eux qui m'ont initié à l'horlogerie, c'est eux qui m'ont instruit, c'est eux qui m'ont guidé. Ça a été mon exemple. Donc, le spectre large correspond
à l'amour que nous avons et au respect que nous avons. Et nous respectons autant un concurrent que nous-mêmes, finalement. Alors que souvent, dans les entreprises, il y a ce qu'on appelle des managers, mais qui sont totalement concentrés sur eux-mêmes et qui ne voient pas la richesse de l'ensemble. Or, le monde horloger est riche en compétences, riche en caractères différents des êtres humains, donc ça vaut la peine. Et moi, je n'ai jamais eu honte, j'ai jamais eu le moindre doute à collectionner une Audemars Piguet, à acheter une Patek. Oh, t'achètes, mais et alors? J'achète Patek Philippe, j'achète Rolex, j'achète Recep, voilà. Donc cette ouverture d'esprit que nous avons provient essentiellement du fait que nous ne sommes pas des managers du jour, mais que nous sommes des amoureux de l'éternité. Et l'éternité, pour nous, c'est l'horlogerie. L'horlogerie a ce côté, quels sont les objets qui aujourd'hui peuvent prétendre entrer dans l'éternité? Certainement pas un téléphone, certainement pas une télévision, certainement pas une voiture, mais une montre mécanique, faite avec amour, faite avec le plus haut degré de qualité. Dans 200 ans, elle fonctionne. Et quand mon père, sur son lit de mort, m'a donné une montre, et il m'a dit, mon fils, conserve bien, fais bien attention à cette montre, car c'est ta mère qui me l'a offerte en 1947. J'ai pris la montre, j'ai fait comme ça mécaniquement. Oh, mais elle marche! Il me dit, bien sûr, elle n'a jamais arrêté de fonctionner depuis 1947. Ça, c'est ça l'horlogerie haut de gamme. Et c'est ça l'émotion, c'est ça la richesse d'une montre. Et une montre, et c'est vraiment quelque chose d'extraordinairement riche. Alors moi justement, j'ai une question. Alors c'est sur une montre qui, elle, ne marchera peut-être pas dans 200 ans. Vous êtes passé chez Omega, quand vous avez vendu justement au Swatch Group, vous avez travaillé ensuite chez Omega. Quel est votre avis aujourd'hui sur cette montre, la fameuse collaboration entre Omega et Swatch sur la montre Swatch, qui a fait beaucoup parler, qui est un sujet clivant, donc j'aimerais bien avoir l'avis du père et du fils. Mon avis, on plaide le 5e amendement. Mon avis, c'est que c'est extrêmement habile de pouvoir jouer sur deux marques pour autant qu'on soit propriétaire des deux. Donc, ils ont optimisé le fait que les deux marques appartiennent au même groupe. Et ça, c'est d'une intelligence rare. C'est-à-dire, on dit, on appartient les deux au même groupe, donc on peut faire un mariage puisqu'on appartient au même. Si Omega avait appartenu, je dis n'importe quoi, à Richemont, peut-être que on en parlerait moins aujourd'hui, ou voire même, peut-être qu'on en parlerait beaucoup plus. Donc, le Swatch Group nous démontre, quand vous êtes propriétaire de plusieurs marques, il y a des synergies invraisemblables qui deviennent possibles. Et du coup, par exemple, vous, est-ce que ce serait quelque chose que vous envisageriez de prendre des prestataires externes, que ce soit par exemple faire des collabs avec FP Journe, avec bien sûr, Chef, etc. Nous sommes ouverts à toute collaboration. Heureusement, je peux pas dire au début de l'interview, nous sommes ouverts, nous aimons l'horlogerie, nous accueillons toutes les marques, puis après vous répondre, ah non, des collaborations comme ça, non. On est très ouvert avec tous les gens qu'on respecte, que ce soit Dufour, que ce soit Journe, peu importe. Mais est-ce que c'est prévu à ce jour ou... Ah bah, pour être prévu, il faut déjà parler aux autres. Pour l'instant, on n'a parlé à personne de ces projets, mais nous sommes ouverts. Et le 26 mars, vous aurez des horlogers qui sont invités à notre manifestation. Des horlogers comme François Paul, comme... Il y a qui encore qui est invité? Voutianen. Je pense que l'horlogerie est un peu une grande famille, et puis il y a aussi ce côté famille horlogère indépendante en plus, dont on est les derniers arrivés finalement. Et pour rebondir sur ce que mon père disait, les partenariats et l'ouverture d'esprit, elle vient, comme mon père le dit, de la passion de l'horlogerie. Et moi, je disais souvent à mes clients quand j'étais chez Philips, il faut pas acheter une montre parce que vous voulez qu'elle gagne de la valeur, ou il faut pas acheter une montre parce que vous pensez qu'il faut que collectionner Patek, ou il faut pas acheter que des montres en acier parce que vous pensez que c'est bien. Je leur disais, il faut que vous achetiez des montres qui vous fassent rêver,
quitte à acheter des montres qui vous correspondent pas du tout, mais quand vous la portez au poignet, vous arrivez à vous évader. Je prends toujours l'exemple d'une Royal Oak, une Royal Oak quantième perpétuelle, full or jaune, cadran en or jaune. Moi, ça me correspond pas à ma personnalité, mais si j'en ai une au poignet, je m'imagine à Naples, dans un beau costume, sur une Vespa, il fait beau, et c'est les objets ont les montres ont cette possibilité de nous transporter. S'il y a des collaborations ou bien de travailler avec d'autres horlogers, ce serait avec un énorme plaisir parce qu'on admire et on respecte le travail de tellement de ces horlogers indépendants qui font des choses magnifiques. Et nous, ce qu'on va pouvoir apporter, c'est notre saut de qualité, c'est ce qui va nous démarquer, ce que vous verrez le 26, ce qui fait de nous notre marque. Et je pense que pour qu'une collaboration marche bien, il faut que chacun apporte son point fort. Moi, je verrais bien une collaboration avec Moser. J'ai connu Edouard avant qu'il soit né, presque. Ça fait 50 ans que je suis ami avec Donc, ses voilà, parents. c'est un appel à tous les horlogers indépendants qui se manifestent ou s'ils ont une idée, ce serait très cool. Pour revenir à mon avis au niveau de la Moonswatch, c'est l'éternel débat. Enfin, c'est comme la Apple Watch par exemple. C'est à quel moment est-ce que ça affecte l'horlogerie ou à quel moment ça l'aide? Ça, c'est une question. J'ai pas la réponse, mais je pose la question sur la table. Est-ce que le fait de donner accès à concrètement une Speedmaster à ce prix-là et à autant de gens, est-ce que ça va aider à introduire des gens dans l'horlogerie? Est-ce qu'un jeune qui va porter ça parce qu'il adore les couleurs, à force de la porter, quand il aura 25, 30, 35 ans, il va se dire maintenant il est temps que je m'achète une plus belle montre et qu'il va rentrer dans l'horlogerie? Ou est-ce qu'au contraire, ça va faire l'effet inverse? Moi, je pense plutôt que ça va promouvoir. Moi aussi. Après, voilà. Mais de ce que j'ai pu comprendre, les ventes de la Speedmaster ont beaucoup augmenté. Enfin, ah voilà, c'est la preuve. Mais ça, c'est un effet. Elles ont explosé depuis. Et c'est comme, moi, à l'époque, on me demandait le mouvement, par exemple, Daniel Wellington, etc. Qu'est-ce que j'en pense? Je disais, pour ce prix-là, on peut trouver beaucoup mieux. Mais par contre, je crache pas dessus au sens premier du terme, puisque ça a remis des montres au poignet à plein de jeunes qui ne portaient plus de montres. Et après, ils se sont dit, il y a quand même peut-être moyen de trouver une meilleure montre et qui viennent dans l'horlogerie et qui commencent à s'intéresser petit à petit. Donc. Vous savez, c'est ce que j'ai toujours dit de la Swatch. La Swatch a ouvert le marché à toute une génération. Quand la Swatch est sortie en 1980, le succès a été exceptionnel. Il l'est toujours d'ailleurs, a été exceptionnel. Mais surtout, il a amené des gens dans l'horlogerie. Les millions de Swatch vendus ont toutes fait des petits. Donc, il y a eu des millions de gens, de nouveaux consommateurs qui se sont intéressés grâce à Swatch à l'horlogerie. Donc, c'est très important de savoir de ça. Et moi, j'ai dit un jour dans une boutade, on devrait tous donner 1 franc par Swatch vendu pour la promotion que Swatch fait de l'horlogerie. Maintenant, pour jouer l'avocat du diable à ce que vous avez dit, parce que c'est aussi ça qui est intéressant quand on fait une interview, c'est d'avoir des noms croustillants. Immédiatement, dans l'effet immédiat qu'il y a sur ces ventes, ça m'étonne pas que les ventes de Speedmaster aient augmenté parce qu'on la voit beaucoup plus. Donc, dans l'inconscient des gens qui peuvent se permettre une vraie Speedmaster, au sens celle qui est que Omega, évidemment que ça va augmenter les ventes. Mais maintenant, la question que je pose, j'ai pas la réponse, mais on met comme ça sur Internet. Si vous avez quelqu'un qui a 12 ans, qui reçoit cette montre-là, et qui la porte jusqu'à ses 18 ans, il va porter concrètement une Speedmaster. Elle a la boîte de la Speedmaster, elle a la typo, à part les compteurs, elle a quasiment tout d'une Speedmaster. Mais c'est quand même pas la même qualité, on est d'accord. Maintenant, s'il porte ça jusqu'à ses 18 ans, est-ce qu'il ne va pas assimiler cette boîte-là, cette typo, cette forme, ce logo Omega, etc., toujours à cette montre-là et pas à la vraie Speedmaster? Est-ce que, parce qu'aujourd'hui, c'est normal que les gens qui ont ce pouvoir d'achat-là achètent parce qu'on en voit partout. Mais celui qui a 12 ans, qui a reçu ça comme cadeau dans 10 ans, est-ce qu'il va pas se dire, ah mais non, mais moi j'achète pas une Speed, j'en ai déjà une en plastique pendant tant d'années, est-ce que maintenant je m'achèterais pas plus une Rolex ou quelque chose d'autre? Donc à quel moment ça tire pas dans les pattes de la Speedmaster? Attendons de voir. Pas aujourd'hui, mais dans 10 ans. Attendons 10 ans. Dites-nous dans les commentaires votre avis, est-ce que ça va tirer dans les pattes ou est-ce qu'au contraire il va se dire nostalgique, j'achète la vraie Speed? Vous nous direz votre avis dans les commentaires. Avant de finir et de parler un petit peu plus sur votre marque, peut-être, je sais pas si vous avez des tarifs en tête ou pas encore, etc.
Mais est-ce qu'on peut faire un petit whiz check rapidement? J'ai vu que par exemple vous aviez, je crois, une montre qu'on vous a offert pour vos 70 ans. Exact, ouais, bah, vous êtes déjà au courant. On On m'a offert une Red Chef pour mes 70 ans. Et c'est un cadeau de l'horlogerie. C'est pas un cadeau de ma famille, de ma femme, c'est un cadeau de mes amis de l'horlogerie et qui probablement souhaitent rester discret, c'est pour ça que je dis pas qui, m'a offert cette montre. Et ça a été la deuxième montre qu'on m'a offert de ma vie. La première montre qu'on m'a offert, c'est mon grand-père qui m'a offert pour ma première communion à l'âge de 8 ans une Omega Constellation que j'ai eu le droit de mettre pour aller communier à l'église. Mais après la communion, j'ai dû la rendre à mes parents qui l'ont mis dans un coffre-fort et qui me l'ont rendu à mes 20 ans. Et lorsque j'avais 20 ans, j'ai donc reçu cette montre qui m'avait été offerte pour la première communion à 8 ans. Je n'ai rien trouvé de mieux que d'aller faire du ski et de laisser la montre à mon poignet. Et quand je suis rentré du ski, j'avais tout sauf la montre. Et j'ai perdu cette montre. Et ça a été mon premier choc avec l'horlogerie. Ce jour-là, je me suis rendu compte que je n'avais pas perdu une montre, mais j'avais perdu mon grand-père. Je l'avais trahi, je ne l'avais pas respecté, j'avais pas respecté son cadeau, puisque vulgairement je suis allé skier avec. Donc, ça a été mon premier rendez-vous avec l'horlogerie lorsque j'ai perdu ma montre. Et donc, si aujourd'hui l'horlogerie est entrée dans mon cœur, c'est probablement aussi pour cela. D'une manière inconsciente, j'ai été rendu attentif au fait d'abord que l'horlogerie avait une certaine valeur, mais surtout la valeur émotionnelle. Et c'est ça que j'essaye de reproduire avec notre propre marque, c'est de donner l'âme, donner naissance à l'âme de la montre. Donner naissance à la précision, c'est bien, c'est louable, mais c'est finalement que de la mécanique. Donner naissance à l'âme de la montre, ça c'est spirituel, et là c'est un autre niveau. Et c'est ce niveau-là que nous voulons atteindre, et si nous voulons atteindre ce niveau-là, c'est évident qu'on ne peut pas fabriquer 1000 montres, ou 2000, ou 3000, ou 10 000, et que si on en fabrique, allez, 30, voire 50 par année, c'est déjà beaucoup. Et à l'autre poignet, du coup, vous avez... À l'autre poignet, voilà. À l'autre poignet, j'ai mon premier job. C'est ceux qui m'ont formé, c'est ceux qui m'ont formaté, c'est ceux qui m'ont enseigné, c'est ceux qui m'ont motivé dans l'horlogerie, c'est Audemars Piguet, dont le patron m'a dit, je vous engage, mais attention, pendant 1 an, vous n'aurez pas de bureau. Pendant 1 an, vous n'aurez pas de secrétaire. Pendant 1 an, vous n'aurez pas de ligne de téléphone. Pendant 1 an, vous n'aurez pas de carte de visite. Pendant 1 an, vous n'aurez pas de voyage. Pendant 1 an, vous ne ferez pas de vente. Je dis, mais je ferai quoi? Il me dit, vous apprendrez ce qu'est Audemars Piguet. Vous apprendrez ce que l'horlogerie représente pour nous. Pendant 1 an, vous allez découvrir les mains du miracle. Comme il disait, c'était les mains des horlogers. Et pour cela, vous allez être assis pendant 1 an à côté de chaque horloger et vous écouterez et vous regarderez et peu à peu, l'âme vous entre dans les vaisseaux. J'ai dit, mais je suis rentré à la maison, j'ai dit à ma femme, mais il est cinglé, je vais jamais travailler là-bas. Et puis tout le monde m'a encouragé, non, vas-y, vas-y. Et je suis allé et effectivement, j'ai appris l'horlogerie parce que j'étais assis à côté des horlogers toute la journée et je regardais leurs mains et j'écoutais leur respiration parce qu'il n'y a pas un bruit dans un atelier d'horlogerie. Et donc, Atelier répétition aussi. Non, alors là, l'atelier répétition, ça c'est le résultat des mains du miracle.
Vous imaginez, C'est d'une beauté incroyable. vous imaginez bien. Avec ça, Vous imaginez bien comme nos horlogers doivent être contents quand on compare notre pièce qui est pas super sonnerie à une super sonnerie qui a un mécanisme bien particulier. Donc il l'apporte en plus car aujourd'hui on est dans la phase finale et on est très exigeant. Donc c'est un bon exemple, c'est une des plus belles répétitions qui existent. Magnifique. Et vous justement, Pierre, vous avez... Alors j'ai une Patek 52-27. C'est un peu la daily ou ce... Ouais, c'est une montre que mon père m'a offert quand j'ai fini mes études. C'est une montre que j'apprécie particulièrement, qui est pour tous les jours, qui est très portable. Ça me rappelle mon père et en plus c'est assez neutre, ça se porte avec tout, c'est agréable. Sobriété, less is more, c'est génial. Et donc alors pour finir un peu sur la marque qui arrive aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Est-ce que vous avez déjà des ordres de prix? J'ai cru comprendre qu'il y avait déjà les complications que vous avez annoncées. D'ailleurs, je recommande, si ça vous intéresse, de suivre toute l'aventure. Il y a watchis.tv qui a fait des épisodes tous les 3-4 mois, ça dépendait un peu je crois. Il me semble qu'il y en a 3 actuellement, donc allez voir si jamais vous voulez voir des débuts jusqu'à la sortie officielle de la marque Biver. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus du coup Alors voilà, on commence tout en haut avec un carillon, une répétition minute carillon qui est en plus un tourbillon qui est automatique. On est sur 2 boîtes, actuellement 2 matériaux dont une en titane. C'est des boîtes qui seront étanches à 5 atmosphères, ce qui est pas mal pour une répétition minute, tout en essayant de garder le maximum de sonorité. Donc on est vraiment dans une approche, en plus de l'esthétique que vous verrez qui est très particulière avec des cornes soudées, une inspiration traditionnelle mais qui est en même temps contemporaine, des cadrans en pierre qui sont galbés. En dehors de l'esthétique qui est très particulière, c'est vraiment cette volonté d'avoir la perfection au niveau des détails de finition, de maîtriser tous les détails de la montre en général, et aussi le côté user-friendly où c'est pas parce qu'on vend de l'horlogerie d'exception, c'est pas parce qu'on vend de l'horlogerie très compliquée et très chère qu'on peut pas avoir une utilisation facile au quotidien. Et ça, c'est un peu les valeurs qu'on essaye de véhiculer, donc la spiritualité, la facilité d'utilisation et rendre accessible des choses assez compliquées pour le collectionneur qui puisse porter sa montre, l'apprécier au quotidien. En termes d'ordre de prix, on est entre 550 000 francs suisses et 700 000 suivant un peu les configurations, avec bien sûr les pièces certies qui sont bien au-dessus, mais c'est des pièces d'exception. Et puis on a toute une collection, on a déjà des projets pour 2024, 2025, 2026 et 2027. La création d'une collection avec différentes complications. On va s'attaquer bien sûr à des chronographes, à des calendriers et à des montres un peu plus simples pour établir vraiment une identité de marque. En dehors de ça, voilà, il faut suivre un peu ce qui vient. D'accord. C'est marrant puisque vous faites un peu le contre-pied. Généralement, les marques, elles commencent par une 2 aiguilles, puis une 3 aiguilles, puis un chrono, puis petit à petit, elles étoffent les prix, etc. Vous, c'est plutôt l'inverse. Du coup, vous commencez directement par le carillon pour mettre tout le monde d'accord. Et ensuite, il faut donner la possibilité d'accéder plus facilement. Il faut tout de suite montrer de quoi on est capable. Et puis, d'autant plus que on a envie de montrer qu'on peut être au plus haut niveau de ce qui se fait dans l'art horloger. Et donc, pour nous, c'était important de casser le mur avec une pièce incroyable. Et finalement, l'horlogerie compliquée comme ça, une fois qu'on a établi ce standard-là et puis qu'on a dit voilà, ça c'est ça qu'on est capable, c'est encore plus facile que tout découle. Parce que vous voyez, quand vous montez en gamme, il y a aussi cette idée que vous partez de quelque chose de très simple auquel vous pensez pas nécessairement à ce qui va venir derrière. Alors que là, on part de tellement loin que rien que de cette pièce-là, on va pouvoir découler 2-3 choses. Donc il y a aussi cette approche-là qui est intéressante et vraiment montrer qui on est et puis Et finalement, qui peut le plus, peut le moins. Effectivement. C'est ça. Et moi, après 50 ans d'expérience, je pouvais pas me positionner en dessous. Donc il fallait que je me positionne là où j'étais. Et donc, il était logique que nous commencions avec la répétition minute, carillon, plus tourbillon, plus micro-rotor. Donc c'est une répétition minute qui n'existe pas aujourd'hui dans le marché, qui existera à partir du 26 mars. Et donc, ensuite, nous allons peu à peu descendre. Mais descendre, façon de parler, c'est pas descendre dans la qualité. C'est amener des montres qui ont un autre niveau de savoir-faire, qui ont un autre niveau de complexité et qui, de ce fait-là, peuvent être fabriquées non pas par unité, mais dans des dizaines et grâce à cela aussi avoir un autre niveau de prix beaucoup plus abordable. D'accord, donc on mettra de toute façon les images sur la vidéo parce que ça y est, la release, la sortie officielle est aujourd'hui, le 26.
Donc on mettra quelques images sur cette nouvelle marque. J'ai l'impression que le maître mot, c'est un peu Master the Invisible, comme vous dites. Donc chaque chaque vis, même à l'intérieur, est poli, etc. Anglais. Donc on mettra des images. En tout cas, merci beaucoup à vous, monsieur Jean-Claude Biver, pour la légende de nous avoir accueillis. Merci à vous, Pierre, qui à 23 ans est un puits de connaissances et une bonne sagesse aussi. On creuse encore. Donc merci à tout le monde. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de la marque Biver en commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Ciao les calibrés.